Bonjour Éric Nolot, journaliste, chroniqueur, mais surtout footballeur. Ah, c'est le footballeur que je reçois aujourd'hui. Footballeur devant sa télé maintenant, je l'ai beaucoup mais pratiqué en amateur. quand même. Oui. Vaucresson, ça vous dit quelque chose? Absolument. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette équipe de foot? J'étais avant-centre, un joueur du dimanche, ces millions de joueurs du dimanche, d'où émerge l'élite qui fait notre admiration durant les grands matchs. Vous n'avez pas complètement émergé dans l'élite, hein, vous? Non. J'en avais pas les moyens, mais je l'ai pratiqué le football aussi passionnément que l'élite. Oui, mais qu'est-ce qui vous plaisait autant dans le foot, Éric? Ah, j'aimais la camaraderie, j'aimais cette solidarité sans condition sur le terrain. Et comme j'étais buteur, avant-centre, j'adorais marquer des buts. Je trouve que c'est une émotion à nul autre pareil. Alors, vous allez devant votre poste pour toute la Coupe du Monde. Ah, oui. Et comme au premier jour, qu'est-ce qui fait vibrer le plus? Ah mais je suis resté le gamin que j'étais, c'est-à-dire vous seriez très surpris de me voir devant un poste de télévision quand il y a un match de la France par exemple. Je suis d'un chauvinisme révoltant, total, mais révoltant, d'une mauvaise foi monolithique, scandaleuse. Ah oui, mais c'est scandaleux. Je suis un autre être. J'espère que vous préférez celui-là parce que l'autre c'est plutôt la version sombre de ma personnalité. Je saute, je hurle, j'insulte. Mais vous êtes le vrai Nolot à ce moment-là, alors peut-être. Hein? Il y en a deux, un être un peu plus sophistiqué et puis dès que vous parlez de football, il y a l'être un petit peu en profondeur qui ressort. Un peu, et ça me plaît. Ça vous plaît, ouais. Vous redevenez comme ça ce gamin qui s'arrache les cheveux. Et là, vous allez regarder quoi dans l'équipe de France? Je vais regarder si Deschamps arrive à faire d'une constellation d'individualité une grande équipe collective. Ça commence à venir, c'est pas encore le cas, et je vais voir s'il aura le courage de trancher certains cas délicats. En premier lieu, celui de Pogba. Oui, comment ça trancher? Moi, je pense que la place de Pogba est plus sur le banc de touche actuellement que titulaire au départ, alors que c'est un joueur star. Voilà, je pense qu'au vu de ses prestations récentes, il faudrait trancher dans ce sens-là. Est-ce qu'il en aura le courage? Non, mais c'est ça, mais il a du courage, Deschamps. Normalement, il en a. L'affaire Rabiot l'a montré, l'affaire Benzema l'a montré. Est-ce qu'il aura du courage jusqu'au bout? Mais c'est une équipe qui va avoir du courage. Vous vous dites, au fond, elle peut aller jusqu'où? Elle peut aller jusqu'à la finale? Moi, je pense qu'elle peut aller jusqu'au bout si tout le monde commence à jouer ensemble, parce que en talent pur, ce qu'on voit sur le terrain, on n'a pas vu ça depuis longtemps, quand même. Ouais, alors bon, les chauvins, hein. Mais il y a quand même le Brésil. Il y a quoi? Il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne. Non, mais ils seront tous au rendez-vous. Peut-être pas les Anglais, parce que c'est pas une grande période pour le football anglais, mais le Brésil sera là, l'Argentine sera là, l'Espagne sera là, et l'Allemagne, l'éternelle Allemagne, sera là. L'Allemagne, ça doit être le pays que je cite le plus dans mon livre, parce qu'ils sont toujours au rendez-vous de la Coupe du Monde, ou presque. Oui, mais parfois, les rendez-vous violents. Hein, Vous nous racontez que quand la Coupe déborde, publiée chez Stock, vous refaites le match. Alors surtout, vous nous racontez des moments où, pour quelques centimètres, une seconde, tout bascule, un match se perd ou se gagne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand la coupe déborde, c'est-à-dire quand un match entre dans la légende pour un fait qu'on ne pouvait absolument pas prédire. Voilà. Donc, alors, exemple emblématique, le coup de boule de Zidane, ou alors, finale 66, Angleterre-Allemagne, 2 partout, Geoffrey Hurst tire, la balle rebondit sur la barre transversale. Est-ce qu'elle a, en redescendant, franchi ou pas la ligne? Le débat a duré 50 ans. Oui, voilà. on ne sait toujours pas. Moi, j'ai mon intime conviction, je pense qu'elle n'a pas franchi. Je pense qu'elle n'a pas franchi, que le but n'était pas valable. Et donc, il serait peut-être temps d'avoir la vérité. Hein. L'Angleterre a gagné 4-2, et sur les 6 buts, il y en avait 3 qui n'étaient pas valables. Voilà. Oui. Donc c'est vraiment ces moments-là qui font déborder, ou alors la main de Maradona, voilà. C'était la main de Dieu, Éric. C'est ce qu'il a prétendu. Oui. Moi, plutôt, c'était la main d'un tricheur, si vous voulez une explication plus prosaïque. Mais il se trouve que 5 minutes plus tard, Maradona, après avoir fait la tricherie du siècle, a marqué le but du siècle. Donc voilà, le match, et la coupe a débordé 2 fois en 5 minutes. Un événement complètement imprévisible, une main, que tout le monde voit, sauf l'arbitre, et après, le but du siècle, où Maradona passe en revue toute l'équipe anglaise. Vous nous dites qu'il a triché. C'est pas sûr, une main innocente, quand même. Il a triché, mais je crois malheureusement que le foot est beaucoup basé sur la tricherie. Et moi, c'est une des choses que j'ai un peu de mal à admettre dans le football moderne, c'est cette culture de la triche, du trucage. Voilà. Ouais. Alors après, on peut élever le trucage à des sommets mystiques comme Maradona. Maradona fait un petit trucage de gamin des rues, il a appris à faire ça en jouant au foot dans les rues, et il décide que c'est un trucage mystique, la main de Dieu. Alors on peut essayer de transcender les tricheries, mais j'admire ça moins que le but du siècle, j'admire moins la main de Maradona que son but du siècle. Oui, alors là, c'était pour le coup le coup extraordinaire contre Battiston.
Ça, c'est un moment terrible, pénible dans l'histoire du foot. Oui, moi je ne peux pas y repenser sans avoir les larmes aux yeux. Schumacher, c'est ça? Alors oui, c'est très intéressant. On n'est pas Schumacher, hein? Non, c'est très intéressant. Il y a un Schumacher qui est sympathique, qui est le coureur automobile, qui a eu un terrible accident, donc on l'appelle Schumacher. Et puis il y a un Schumacher qui n'est pas du tout sympathique. Et les Schumacher sont des méchants. Hein. Voilà, Schumacher est un méchant. Schumacher, Alors là, on le voit sur l'image. Schumacher, pendant ce fameux France RFA de Séville, voyant que Battiston est hors de portée et qu'il va sans doute marquer le but, décide de l'agresser. Et Battiston a failli y laisser la vie. Il est tombé dans le coma, il avait une vertèbre fissurée. Et Schumacher a expliqué bien après dans ses mémoires que lui-même était assez chargé en substances illicites et qu'il y avait une très très grande tradition de dopage dans l'équipe allemande. Donc le fait de revisiter les matchs, ça permet de remettre en perspective ce qu'on n'avait pas encore tout à fait vu en direct, parce que ça va très très vite. Oui, ça va trop vite. On comprend mieux maintenant. Vous nous dites qu'il avait effectivement pris des substances. Son comportement en atteste. Après, ce match reste ce qu'il y a eu de plus proche sur un terrain de la tragédie Alors, grecque. vous nous citez le 20 juin 2010. Qu'est-ce qui se passe ce 20 juin 2010? Allez, un quiz. Éric Nolot. La fameuse grève de Naïsna. Ah oui, c'est pas un bon souvenir, ça. C'est la page la plus honteuse du football français, une grève de millionnaires en Afrique, donc déjà le pitch est intéressant. Et puis je crois que c'est là où on a touché le fond, c'est-à-dire que des joueurs oublient qu'ils représentent une nation, qu'ils portent un maillot frappé du coq, ils ne pensent plus qu'à eux-mêmes. On a un sélectionneur qui perd complètement les pédales, qui lit la lettre des grévistes. On a vu quand même quelque chose s'écrouler, mais qui était en phase avec le pays. La France était un pays qui doutait, la France était un pays qui aimait l'autocritique, qui allait pas bien, et l'équipe de France n'a fait que refléter l'état du pays. Oui, c'est ça que le foot reflète. Évidemment. L'état. Au fond. Alors, on peut parler de Zidane, c'est extraordinaire. Bien sûr. Coup de tête. Alors moi, je suis très sévère pour ce coup de tête, parce que comme je suis très chauvin, j'estime qu'en mettant un coup de tête à Materazzi, il nous a fait perdre une deuxième Coupe du Monde qui nous tendait les bras. Les Italiens étaient à bout de tout. On aurait gagné. Après, dans le livre, je cite quelques interprétations d'auteurs qui disent « Mais non, en fait, c'est un geste génial parce qu'il a trouvé une manière unique de finir sa carrière, parce qu'il n'a plus jamais joué pour l'équipe de France. » C'est une manière unique. Hein, oui, c'est très beau d'un point de vue... Non, mais c'est très beau d'un point de vue littéraire. C'est très beau d'un point de vue de l'imaginaire, mais d'un point de vue de la réalité, on a perdu la Coupe du Monde. Et Zidane est sorti sur un acte honteux, alors qu'il a sans doute été le plus grand joueur de l'histoire de l'équipe de France. Ouais, vous nous racontez le match de la honte. C'était quoi le match de la honte? Le match de la honte, c'est un match arrangé entre Autrichiens et Allemands, où, au bout de 10 minutes, les Allemands ouvrent la marque et, dans les 22 cerveaux, germent simultanément la même idée. Au fond, 1-0, ça qualifie les deux équipes au détriment de l'Algérie. Donc pendant 80 minutes, ils ont joué à la passe à 10, sous les sifflets du public espagnol. Et à la fin du match, en effet, ils sont tous les deux qualifiés. Et donc, après, la FIFA a décidé que désormais, les derniers matchs de poule se joueraient simultanément pour éviter ce genre de truc. Mais il n'empêche que l'Algérie s'est fait voler comme au coin du bois. Oui. Et puis, le 8 juillet 2014, c'est la dernière date que vous citez dans ce livre. Il y a ce match Brésil-Allemagne. Pourquoi vous le citez dans ce livre? Parce que jamais on n'avait vu une équipe organisant la Coupe du Monde, et qui plus est le Brésil, se faire massacrer de la sorte. Et c'est un événement traumatisant. Combien déjà? Je ne me rappelle plus. 7-1. 7-1, ce qui est inouï. Inouï, oui. C'était même pénible, c'était triste. Les Brésiliens ont sombré dans une affliction nationale, mais ce qui était très intéressant, c'est que ça a ravivé en même temps le souvenir d'un autre traumatisme, leur défaite en 1950, en finale, sur leur terrain aussi, contre l'Uruguay. Et ce traumatisme, tout le pays pleurait, a tout de suite été mis en parallèle avec cet ancien traumatisme. Vous voyez, le football, c'est du temps long. C'est pas seulement les 90 minutes. Ça ravive des souvenirs. Nous, chaque fois qu'il y a un France-Allemagne, on se souvient de celui de Séville, et les Brésiliens se souviendront longtemps de ce Brésil-Allemagne. Ouais, vous voyez quoi en finale, là, Eric? La France. Je veux que ça soit la France. Oh, si on pouvait vous entendre. France-Brésil, j'aimerais bien une revanche. France-Brésil encore. Mais 20 ans et après. 1, et 2, et 3-0. Non, vous rêvez. Mais il faut rêver au football. Mais écoutez, avouez que 20 ans pile après, la même affiche, avec le même score, est-ce qu'on ne signerait pas tout de suite? Tout de suite. Si. Moi, en tout cas, je signe tout de suite. Éric Nolot, quand la coupe déborde, il refait le match. C'est publié chez Stock. C'était un bonheur de vous avoir reçu, Éric. Merci beaucoup. Bonheur partagé.